donc la question que je me suis posée, donc Igloo, donc qui recrute une agence de renommée pour que justement il travaille sur le merchandising et la disposition sur le magasin. Et imaginez aussi qu'ils ont recruté une autre agence de grande réputation, Madame Nasri, pour tout ce qui est remarketing. Et en même temps, il y a eu l'action de merchandising et en même temps, il y a eu l'action du remarketing. Donc la question que le gérant de la franchise doit se poser, si j'ai eu une augmentation de 87% de ma performance du magasin, est-ce que cette augmentation de 87%, elle vient de l'activité remarketing ou est-ce qu'elle vient vraiment de l'agencement du magasin tel qu'il a été fait par l'agence de merchandising? Et pour cela, on doit vraiment regarder tous les éléments qui impactent finalement les ventes. Donc, il y a le média, donc il y a above the line, below the line. Donc, above the line, tout ce qui est mass média. Il y a le below the line, donc tout ce qui est merchandising, promotion, etc., etc. Il y a le volet digital qui est très important. Donc, il y a le digital classique, bien sûr, les Facebook ads, les search engine optimization, les search engine marketing. Et là, de plus en plus, on parle de retargeting, remarketing, etc., etc. Et donc, les annonceurs se demandent toujours cette question. J'ai fait plusieurs actions en même temps et je veux savoir exactement c'est quoi l'impact de chaque action prise à part. Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'après, demain, si je vais refaire une action, j'ai besoin de savoir combien ça va me ramener en isolation du reste. Donc s'il y a le ramadan par exemple, je sais que si par exemple une marque de FMCG va faire de la publicité pendant le ramadan, il y aurait l'effet de saisonnalité. Et je sais que je ne pourrais pas atteindre ce niveau de vente hors ramadan parce qu'il y aurait absence de saisonnalité. Donc l'idée de la modélisation, c'est en fait régler un peu les problèmes. Ok. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'au niveau de l'entreprise, généralement, le processus classique, c'est qu'on a un peu tout ce qui est recherche, marketing, data, etc., etc. Il y aurait après une segmentation du marché. Une fois qu'on a identifié les segments sur lesquels on peut travailler, donc là, on va identifier un positionnement unique de la marque par rapport à ces segments. On va identifier une stratégie pour atteindre les objectifs qu'on voudrait atteindre au niveau de chaque segment. Et après, il y aura toute la partie implémentation, merchandising, plan média, plan de promotion, plan de pricing, etc., etc. Et après, la question qu'on se pose ici, c'est qu'une fois j'ai fait tout ça, je veux savoir exactement c'est quoi l'impact de chaque activité sur ma performance. Et la performance des entreprises diffère. Donc il y a certaines entreprises regardent les ventes, d'autres entreprises regardent d'autres KPI, comme par exemple le nombre de visites sur le site web, comme par exemple le nombre de comptes ouverts si on parle de la banque par exemple. Et ça dépend vraiment de chaque société. Alors, le marketing mix modeling, comment je l'introduis généralement? Pour ceux qui ont fait marketing, généralement, il y a une phrase qu'on nous apprend tout le temps, c'est qu'on dit il y a 50% de mon budget marketing, il est wasted, il est mal dépensé, mais le problème c'est que je ne sais pas quelle partie est mal dépensée. Et donc du coup, je vais adopter une stratégie conservatrice et du coup, je vais essayer de ne pas vraiment changer trop les choses parce que justement je n'ai pas une transparence par rapport à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Et donc, l'idée ici, c'est de dire qu'en fait, il y a des méthodes statistiquement avancées, sophistiquées, qui nous permettent justement de comprendre l'impact de chaque activité. Ce courant de pensée, ou bien ces analyses, ça s'appelle le Marketing Mix Modeling, MMM, or Marketing Effectiveness. Donc c'est un domaine qui date depuis 40 ans. Donc moi j'ai eu la chance de travailler sur la première agence qui a créé ce domaine de marketing mix modeling, qui est l'agence Oral. Donc si vous partez sur Wikipédia et vous mettez Oral, donc vous allez trouver l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Et l'idée d'introduire le marketing mix model en Tunisie, et bien sûr sur la région MENA, c'est que justement on aide les entreprises à comprendre un peu l'interaction entre les différents leviers de vente et de déterminer exactement pourquoi le consommateur il a pris une décision d'acheter. Donc pour adapter cette méthodologie au secteur du retail, donc, le marketing mix model est très utilisé dans le secteur de la grande distribution parce que généralement ce qu'on fait au niveau de la modélisation du secteur de distribution, c'est que chaque magasin
serait pris à part. Donc par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un contrat pour un acteur géant de la grande distribution en Tunisie. Donc ils ont à peu près 100 magasins. Et donc l'idée, c'est de modéliser les ventes au niveau de chaque magasin. Et de comprendre c'est quoi les leviers de vente au niveau de chaque magasin, mais aussi c'est quoi les leviers de vente qui sont communs à tous les magasins. Par exemple, quand je fais de la publicité above the line, télévision, outdoor, press, donc normalement tous mes magasins vont bénéficier de cette activité. Par contre, s'il y a un concurrent qui ouvre un magasin juste à côté de moi, et justement pour développer des mécanismes de défense pour ne pas perdre mes clients, là je vais faire par exemple une activité locale d'affichage, ou bien je vais faire des promotions en plus au niveau du magasin, ou bien je vais planifier une campagne de SMSing qui est target les consommateurs qui vont venir à ce magasin spécifique. Donc là, ces activités vont impacter ce magasin en particulier, mais ne devraient pas impacter les autres magasins qui se trouvent par exemple à 30-40 km de ce magasin, parce qu'on sait très bien qu'en dans le secteur de la grande distribution, la proximité est très importante. Donc ce genre d'exercice nous permet de comprendre un peu c'est quoi l'impact des activités nationales, ce qu'on appelle les activités nationales, et les activités régionales, et cela en regardant les activités magasin par magasin. Et ça inclut tout ce que vous pouvez imaginer qui peut impacter le client dans sa décision d'achat. Donc encore une fois pour la grande distribution, donc ça va être la saisonnalité, ça va être le merchandising, ça va être le média, ça va être les promotions, ça va être la force de vente, ça va être le nombre de caisses par magasin, ça va être le calendrier promotionnel, etc., etc. Et bien sûr les rayons qu'on a au niveau du magasin si on parle de la grande distribution. Donc juste un petit point par rapport à la différence entre la recherche commerciale et la modélisation. Donc la recherche commerciale, c'est généralement des études pointilleuses à un moment donné où on interroge le consommateur. Par exemple, pourquoi vous avez choisi de consommer le produit aujourd'hui dans mon magasin. Donc lui, il va se rappeler un peu c'est quoi les raisons pour lesquelles il a consommé un certain produit ou bien il est parti dans ce magasin et non pas dans le magasin concurrent. Donc, ce que la modélisation apporte, en fait, c'est que nous, on ne regarde pas la perception du consommateur. Parce que je peux demander au consommateur de me donner son avis, il me donne sa perception ou bien ce qu'il a l'intention de faire, mais entre le moment où il m'a donné son intention de faire et le moment de l'action, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. L'exemple que j'ai donné la dernière fois, c'est que bon, il y a un consommateur qui regarde une publicité qui est très impactante, il est vraiment, ou bien on va reprendre l'exemple du marketing. Moi par exemple, le magasin que j'adore le plus c'est Karen Millen. J'achète toujours du Karen Millen quand c'est en promotion. Et là pour revenir au retargeting, le problème que j'ai eu avec le retargeting 7 ans en arrière, c'est qu'une fois j'achète la robe, la même robe, donc je l'ai déjà achetée, c'est dans mon panier, j'ai payé, et c'est la même, on me retarget avec la même robe. Et donc c'est là vraiment où tu t'ennuies vraiment parce que je l'ai déjà acheté, je n'ai plus envie de ça. Exactement, pour changer le budget. Donc voilà, donc imaginons que tu fais du retargeting et puis tu demandes au consommateur à ce moment-là, est-ce qu'il va acheter cette marque-là? Donc il va dire oui, je vais l'acheter, je suis vraiment très sérieux par rapport à ça. Mais entre-temps, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc lui, il est en train d'aller dans la route pour acheter la dite robe, et là il voit une publicité d'une autre marque, donc il commence un peu à changer d'idée. Il part, je ne sais pas, à la rue de Socre, il voit qu'il y a des promotions sur un autre magasin donné, donc là il va encore changer d'avis, et donc du coup, ce qu'on obtient, c'est que l'action finale d'achat est complètement différente de ce que le consommateur a déclaré dans la recherche commerciale que j'ai faite. Donc en fait, la modélisation, ça te permet vraiment de calculer l'impact des différents leviers de vente sur l'action du consommateur et non pas sur sa perception. Et c'est là la différence majeure entre la recherche commerciale et le marketing mix modeling. L'autre chose encore, c'est que le marketing mix modeling, c'est pas à un moment donné. Parce que généralement, nous, quand on travaille et qu'on essaye d'analyser les ventes, on regarde les 3 dernières années de la marque pour comprendre un peu c'est quoi les différentes actions qu'elle a adoptées pour que justement on obtienne un résultat. Donc généralement il y a 3 domaines d'expertise dans le marketing mix modeling. Donc comment on explique ça? Donc il y a le passé, donc j'ai besoin de comprendre mon passé pour mieux prévoir l'avenir.
Donc j'ai besoin de savoir, de regarder un horizon longitudinal de 3 ans de données hebdomadaires pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de ma marque. Une fois que j'ai compris mon passé, là je peux utiliser le savoir que j'ai recueilli de mon passé pour mieux allouer mes budgets futurs et pour mieux prédire mes ventes. Donc si moi je sais exactement c'est quoi l'impact de la saisonnalité, c'est quoi l'impact d'une certaine créa, c'est quoi l'impact de la promotion et c'est quoi l'impact synergétique entre la promotion et la télévision, je peux faire des simulations sur le futur par rapport à plusieurs scénarios d'investissement en médias, en promotion, en merchandise, etc., etc., tout en tenant compte des facteurs externes comme la compétition, comme la simulation de la saisonnalité, and so forth. Donc là, c'est un petit exemple de comment ça marche. Donc là, j'ai un peu les données hebdomadaires de mes ventes. Donc si je regarde la courbe, donc c'est une courbe qui a des pics et des troughs. Et donc si on demande à n'importe quel directeur marketing, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la marque, là, on ne va pas en finir avec les différentes actions qui se sont passées en même temps. Et le problème, c'est que ça devient très difficile de comprendre c'est quoi l'impact de chaque activité prise à part. Et donc l'idée de la modélisation, c'est d'aboutir à un output comme celui-là, c'est de pouvoir connaître c'est quoi l'impact de chaque activité prise à part, jusqu'à ce que je puisse expliquer exactement l'impact de chaque facteur. Par exemple, si je regarde mon pic ici, je sais que tout ce pic-là n'est pas attribué à ma télévision, n'est pas seulement attribué à mon digital, mais il y a une part dans ce pic qui revient à différents facteurs. Donc du coup, si demain je refais exactement la même action de la télévision, qui est le bout en rouge, je sais que ça ne va pas me rapporter tout ça, mais ça va me rapporter seulement le petit bout en rouge. Et ce qui veut dire que mes recommandations à mes clients vont être plus précises et on est plus certain du résultat que si on regarde la chose d'une façon globale. Donc, la corollaire de ça, c'est qu'on peut aussi déterminer ce qu'on appelle les courbes de saturation. Donc plus on investit par exemple sur un certain média, généralement plus on génère des ventes. Mais on sait aussi qu'il y a un effet de saturation. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est de savoir quand est-ce que chaque activité et chaque canal sature. Parce que si j'arrive à comprendre c'est quoi le niveau de saturation de chaque média, là je peux faire des exercices d'optimisation. Donc par exemple ici, c'est mon budget actuel télévision, c'est mon budget actuel d'affichage. Donc, en se basant sur mes données historiques qui sont propres à la marque que je suis en train de modéliser, je sais que la télévision pour cette année était en saturation. Donc, ce qu'on peut suggérer, c'est de diminuer le budget sur la télévision et de mettre le même budget sur l'affichage. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, parce que j'ai diminué mon budget télévision, il y aurait une diminution du revenu généré par la télévision en termes incrémentaux, mais en même temps, j'aurais aussi augmenté les ventes incrémentales qui seraient générées de mon activité affichage. Et du coup, ce que je suis arrivée à faire, c'est qu'en tout en gardant le même budget, j'étais capable d'augmenter ma profitabilité ou bien d'augmenter mes revenus. Et tout ça, encore une fois, ce n'est pas des modèles qui sont comment dire, importer d'autres marques et qui sont comment dire, adaptés à votre réalité, c'est vraiment partir de vos données historiques, de la réalité du marché sur lequel on travaille et d'arriver à comprendre comment le consommateur digère l'information que vous lui communiquez dans le marché dans lequel il est. Une autre conséquence très, je crois, qui est la plus importante de la modélisation, c'est de pouvoir faire des modèles prédictifs. Donc je peux savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la première partie c'est de comprendre mon passé. Une fois que je suis arrivée à comprendre mon passé, vous me donnez n'importe quel scénario que vous voulez que je vous simule par rapport aux résultats qu'on a trouvés. On peut prévoir c'est quoi la performance qui pourrait être atteinte en se basant sur les différents scénarios que vous avez l'intention de faire. Et comme ça, le directeur marketing pourrait, avec un œil quantitatif, savoir quelle combinaison serait la plus importante pour lui pour qu'il puisse réaliser ses objectifs. Donc le processus projet est simple. Donc il y a la phase de collecte de données. Il y a après la phase de la préparation de données, parce que les données arrivent de plusieurs
fonctions dans l'entreprise et de plusieurs agences qui travaillent avec le client. Donc l'idée c'est de ramasser toutes ces informations-là, de les recouper, d'essayer d'aboutir à une base de données la plus claire et la plus fiable possible. Une fois qu'on a fait cet exercice, qui dure entre 4 à 6 semaines, après on va commencer l'exercice d'analyse et de modélisation des ventes. Et après, une fois on a abouti à notre modèle, là on peut procéder à la partie recommandation, planification, prévision, optimisation du budget, etc., etc. Et les outils qui vont avec. Une petite étude de cas pour finir avec cette présentation. Donc là, par exemple, c'est un exemple où on a les ventes réelles et on a les ventes prédites ou bien les ventes modélisées. Donc l'idée, c'est que ces courbes-là doivent être les plus proches possibles pour dire que, justement, notre modèle est fiable. Bien sûr, il y a plusieurs indicateurs statistiques, dont le plus connu, c'est le R carré, mais ce n'est pas le seul. Après, ce qu'on est capable de faire, c'est de comprendre un peu c'est quoi l'impact de chaque activité. Donc par exemple ici, ça c'est un client anglais, donc c'est une chaîne de distribution qui a 500 points de vente. Donc on a modélisé 500 points de vente de la chaîne Morrisons au Royaume-Uni. Et donc là, on dit, bon voilà, pour toute l'activité qui est média que vous avez faite, a généré 250 millions de pounds en termes de chiffre d'affaires, comparativement à la même période l'année dernière. Et bien sûr, les trucs en jaune, c'est les résultats du modèle. On est aussi capable de déterminer le retour sur investissement de chaque média et d'expliquer aussi la différence de performance entre cette année et l'année dernière. Par exemple, la première est la télévision, donc le retour sur investissement a augmenté et est passé de 10,8 à 15,1. Et donc, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est qu'ils ont recruté 2 célébrités. Ils ont fait une très grande campagne en termes de brand equity. Et donc, cette campagne de brand equity a eu beaucoup d'interactions avec le promotional campaigns qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, ça a permis d'augmenter le retour sur investissement de la télévision de 10,8 à 15,1.